Bonsoir à tous. Le bras droit de Patrice Talon en voulait à son fauteuil présidentiel de connivence avec Oswald Omeki et le patron de la garde républicaine, Olivier Bokor, a fomenté un coup d'État déjoué. C'est la version des autorités judiciaires au lendemain de la sortie des avocats pour dénoncer des arrestations illégales et des biais dans la procédure. Le procureur spécial de la Criette a donné un point de presse à Cotonou cet après-midi. Bokor est un fidèle compagnon de Talon. L'homme d'affaires cité dans la tentative de coup d'État est le numéro 2 du camp politique au pouvoir. L'ancien ministre des Sports, lui, est parti du gouvernement pour la cause d'Olivier Bokor il y a un an. On revient dans ce 19h30 sur les liens qu'entretiennent ces personnalités. Également dans l'actualité ce soir, les technologies du Niébé pour améliorer la résilience climatique et la sécurité alimentaire en discussion à Cotonou depuis hier. C'est la 7e conférence mondiale sur la recherche relative à cette variété de haricots bien prisée ici au Bénin. L'affaire est à la une de l'actualité au Bénin. La justice confirme l'arrestation d'Olivier Bokor, Oswald Omeki et le colonel Dieudonné Tévoédré pour tentative de coup d'État. L'ex-ministre des Sports et le commandant de la garde républicaine ont été surpris et arrêtés par les éléments de la brigade criminelle au domicile Omeki dans la nuit de ce mardi. Le procureur spécial de la Criette a donné ces détails en début d'après-midi. Il n'a tout de même pas évoqué les lieux de détention et la suite de la procédure entamée. On écoute un bout des propos de Mario Metonou à l'occasion de ce point de presse. Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024, un peu après 1h du matin, l'ancien ministre des Sports, M. Oswald Omeki, a été interpellé au moment où il transmettait 6 sacs remplis de billets de banque au commandant de la garde républicaine. Des premières investigations. Il apparaît que le commandant de la garde républicaine, ayant en charge la sécurité du chef de l'État, a été entrepris par le ministre Oswald Omeki pour son propre compte et pour le compte de M. Olivier Bokor, à l'effet d'opérer par la force un coup d'État dans la journée du 27 septembre 2024. C'est dans ce cadre que dès le 6 août, les intéressés ont ouvert un compte bancaire dans les livres de la NCA Banque Côte d'Ivoire au profit du commandant de la garde républicaine. Et la preuve de l'ouverture du compte a été transmise aux bénéficiaires avec un solde initial de francs CFA 105 millions. Pour achever de vaincre la résistance du commandant de la garde républicaine, ils lui ont promis et remis le 24 septembre 2024 en espèces une somme de francs CFA 1,5 milliard. Et cette somme est décomptée en 129 lots de 10 millions constitués de billets de 10 000 francs et 42 lots de 5 millions constitués de billets de 5 000 francs. Cette somme qui aurait été mobilisée par M. Olivier Bokor a été chargée dans un véhicule de type 4x4 de marque Toyota Prado appartenant à M. Oswald Omeki et muni d'une fausse immatriculation. C'est à l'occasion de la remise du dit véhicule et de la somme de 1,5 milliard de francs CFA que la brigade criminelle a procédé à l'interpellation de M. Oswald Omeki et du commandant de la garde républicaine. Dans l'heure qui a suivi, M. Olivier Bokor a été également interpellé par les éléments de la brigade criminelle. L'enquête en cours s'attelle à identifier toutes les personnes impliquées dans ces faits. Je ne manquerai pas, s'il y a lieu, de revenir vers vous pour vous donner de plus amples informations sur l'évolution de cette procédure. Quelques minutes avant le procureur spécial, le gouvernement s'est aussi prononcé sur le dossier à la faveur du traditionnel point du Conseil des ministres.
Le porte-parole et secrétaire général adjoint du gouvernement appelle les populations à la confiance en la justice béninoise. Il compte sur les autorités judiciaires pour restaurer les éventuels droits violés si les cas de vice de procédure évoqués s'avéraient. Wilfried Léandre Rungwiji. Je suis sûr que vous êtes sûr que, comme vous, j'attends que la justice de notre pays nous livre les éléments d'appréciation du dossier de l'espèce que vous évoquez, afin que l'opinion publique, l'opinion nationale comme internationale, soit située sur les raisons qui justifient les interpellations des personnalités que vous évoquez. Vous parlez de procédures, je ne suis pas qualifié pour les apprécier, mais je sais que s'il y a des incidents de procédure, cela se plaide devant les tribunaux et je voudrais que nous fassions tous confiance à la justice de notre pays pour nous situer et pour demain, le cas échéant, connaître d'un procès relativement à la matière dont vous parlez. Plus tôt, en fin de journée hier, les avocats ont évoqué, eux, des irrégularités liées à l'heure d'interpellation d'Oswald Omeki et du colonel Dieudonné Tevoedjre. Cela n'est pas conforme aux dispositions législatives en vigueur au Bénin et à l'international. Ils ont aussi donné leur version des faits tels que narrés par les parents des concernés. Voici les précisions avec Maître Ayodele Aounou. Il est membre du collectif des avocats. Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024, aux environs de 2 heures du matin, les éléments de la brigade criminelle d'Agban-Gandan ont fait irruption au domicile de M. Oswald Omeki, qui s'y trouvait avec M. Dieudonné Tevoedjre. Il s'y a de préciser que les deux personnalités sont connues, amies de longue date. Alors, une fois dans la concession, les policiers sous les ordres du commandant de la dite brigade, présents sur les lieux également, se sont directement dirigés vers l'un des véhicules de M. Omeki en stationnement dans son garage. Ils ont procédé à la perquisition du dit véhicule et y ont découvert des numéraires qu'ils ont saisis. La police n'a plus effectué quelques autres fouilles après la découverte des numéraires avant de conduire Manu Militari, M. Omeki et M. Tevoedjre dans les locaux de la brigade criminelle d'Agban-Gandan. Sur le cas Olivier Bokor, les avocats dénoncent carrément un enlèvement pendant qu'il se rendait au domicile du chef de l'État. Ils précisent que le lieu de détention de l'homme d'affaires reste inconnu. Il est privé d'aliments et de médicaments, selon ses conseils toujours. On retrouve Maître Ayodele Aounou. Selon la famille de M. Olivier Bokor, ce dernier se rendait sur invitation aux environs de 23h47, comme à l'accoutumée, au domicile du président de la République. Alors que M. Olivier Bokor, en compagnie de son épouse, s'avançait, il a été intercepté à hauteur de l'ancien siège de la Sonacop en face de la direction MOUF 6 à Cotonou, lieu dit Zongo et Ouzou, par un véhicule banalisé dont la plaque d'immatriculation n'était pas non plus apparente. Des individus armés mettant M. Olivier Bokor et son épouse en joue. C'est dans ces circonstances que ces assaillants ont amené M. Olivier Bokor vers une destination inconnue. À l'heure où nous tenons le présent point de presse, il n'est possible, ni à sa famille, ni à nous-mêmes, ses avocats,
de savoir où et dans quel état se trouve M. Olivier Bokor, sans doute privé d'aliments, mais je vous le dis, et surtout de ses médicaments. Revenons sur les liens entre ces personnalités citées dans la tentative de coup d'État avec le président de la République. Sur ces images, ils sont réputés bien proches de Patrice Talon à divers degrés. L'un est un ami très proche, l'autre ancien collaborateur, et le militaire est patron de la sécurité du chef de l'État. Olivier Bokor est la figure numéro 2 de la galaxie Talon et très influent dans l'arène politique béninoise. Depuis 2016, plusieurs mouvements de jeunes naissent depuis plusieurs mois, le présentant comme digne successeur de Talon à la Marina. C'est la première brouille des deux hommes à la face du monde. C'est justement pour ce fidèle compagnon de Talon que Oswald Omeki a consommé son divorce avec le chef de l'État en démissionnant du gouvernement en octobre 2023, après avoir passé 7 ans, 5 mois et 27 jours au poste de ministre des Sports. Cet artisan des premières heures de la candidature de Patrice Talon en 2016 est aussi un des premiers à affirmer publiquement qu'Olivier Bokor est le meilleur dauphin pour 2026. Depuis lors, le torchon brûle entre Omeki et le pouvoir Talon. La dernière personnalité arrêtée est le commandant de la garde républicaine, le colonel Dieudonné Thévoïdjré, alors lieutenant-colonel, a été nommé à ce poste au tout début du premier quinquennat, le 7 juillet 2016 précisément. Il est également le directeur général d'Adjidja FC Sarl, la société sportive des forces armées béninoises. Bien loin de ce feuilleton politico-judiciaire, soyez informés que le ministre des Petites et Moyennes Entreprises était à la zone industrielle de Glodjigbe cette semaine. Occasion pour Modeste Kérékou de découvrir les installations du centre industriel et les différentes unités de production, dont celle dédiée à la confection des vêtements et celle de transformation du coton. Ce passage a été également l'occasion pour le ministre d'accueillir 200 bénéficiaires issus des 4 départements du Bénin au profit du dispositif Azoli de l'Agence nationale pour l'emploi. Maël Leroux-Bellou. La visite de Modeste Kérékou cet après-midi à la GDIZ démarre par l'unité de production des vêtements. Lorsqu'il franchit le pas de la porte de l'atelier de couture, il découvre un important dispositif de confection de vêtements de toutes sortes. En compagnie du directeur général de la CIPI, le ministre arpente les couloirs de l'atelier où il s'imprègne du mécanisme de fabrication des vêtements. Modeste Kérékou profite pour échanger avec les jeunes travaillant ici depuis 3 mois pour certains et 6 pour d'autres. De l'atelier de confection, la délégation ministérielle s'est ensuite rendue dans les locaux de BTS. Ici, il procède à l'accueil de ces 200 jeunes bénéficiaires du dispositif Azoli qui rejoignent officiellement pour les 6 prochains mois les entreprises de textile. Cet accueil, à eux réservé ce lundi 23 septembre 2024, vient sceller leur intégration. Les jeunes qui sont venus aujourd'hui et que nous avons le plaisir d'accueillir viennent de toutes les communes des départements de Borgoué, de la Libori, de la Takora et de la Donga. C'est pour ça que je voudrais vous souhaiter encore la chaleureuse bienvenue et vous dire que ce jour, une belle aventure commence pour vous. Recrutés au cours des salons spéciaux de juillet organisés par l'Agence nationale de promotion de l'emploi via le dispositif Azoli à Parakou et à Natitangou, ces jeunes vont suivre un stage en apprentissage d'au moins 6 mois, ce qui leur ouvre également la voie d'un recrutement direct. Ils sont très enthousiastes à l'idée de faire leur premier pas dans cet environnement. Mes objectifs, c'est de me donner au maximum pour qu'à la fin, je sois au moins parmi les meilleurs. J'ai parcouru un peu certaines zones industrielles de la Côte d'Ivoire. Mais lorsque j'ai mis pied ici, j'ai vu que vraiment un lourd investissement a été fait ici. Et j'aimerais féliciter le président Patrice Talon qui a pensé aux jeunes. Plus de 1600 autres jeunes sélectionnés dans le Septentrion sont attendus et vont intégrer progressivement, vague par vague, les entreprises de la GDIZ, rassure le directeur de l'Agence nationale de la promotion de l'emploi.
que personne ne se décourage, que ceux qui n'ont pas encore été appelés restent en éveil, téléphone allumé. Des jeunes sans emploi seront ainsi impactés par la création de 50 000 nouveaux d'ici 2025, ce qui va favoriser leur insertion professionnelle dans l'emploi salarié ou indépendant. Le président de la HAC a reçu hier la commissaire chargée du service de monitoring à la haute autorité de la communication de la République de Guinée. Mariam Donzo, à travers cette rencontre, vient renforcer les relations entre les deux institutions. Le bureau de l'Union des professionnels des médias du Bénin est également allé féliciter Édouard Loko pour sa nomination à la tête de l'institution. Zakiat Latunji et sa délégation ont aussi fait des doléances au profit des professionnels des médias. Un extrait des interventions des deux hôtes à la sortie d'audience au micro de Teddy Goudalo. C'est juste une relation et puis une question d'amitié entre les deux institutions, la HAC Guinée et la HAC du Bénin. Et ma présence sur le terrain, c'est avoir la documentation concernant les élections. C'est pour nous l'occasion de présenter de vive voix nos félicitations au président de l'institution de régulation des médias parce que nous sommes contents de savoir qu'un professionnel des médias est aujourd'hui à la tête de l'institution. C'est l'occasion pour nous également de lui dire combien nous sommes disposés à collaborer et à travailler avec lui pour vraiment permettre une meilleure amélioration des conditions de vie et de travail des acteurs des médias, parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, les nouvelles de la maison ne sont pas très reluisantes. Et donc, l'occasion de cette audience nous a permis également de dire au président comment se porte aujourd'hui la maison média, comment se portent les acteurs des médias. Vous n'êtes pas sans savoir que de janvier à aujourd'hui, c'est près d'une trentaine d'acteurs des médias qui sont passés de vie à trépas, tous dans des situations très agréables. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'acteurs de médias qui lancent également des messages de sollicitation d'aide via les réseaux sociaux un peu partout. Et tout ceci témoigne également de combien ça ne va pas dans la maison. Et donc, nous avons présenté la situation au président de la RAC qui nous a dit toute sa compassion face à ces différentes situations et qui nous a dit également qu'il est entièrement disposé à remettre, comme il a eu à le dire, l'église au milieu du village et donc vraiment faire en sorte que nous soyons, nous, acteurs de médias, et également les associations professionnelles impliquées et vraiment consulter également par rapport à tout ce qui sera fait pour justement nous permettre à tous d'avoir un meilleur environnement de travail. Il a parlé d'assainissement de la corporation, nous sommes entièrement d'accord avec lui. Il a également parlé de la situation de l'aide de l'État à la presse, l'aide qui permet justement aux associations d'organiser plusieurs activités au profit des acteurs des médias, une aide que nous n'avons plus depuis plusieurs années maintenant, et il nous a dit entièrement sa disponibilité à tout faire pour nous permettre d'avoir à nouveau l'aide de l'État à la presse. Je voulais annoncer plus tôt, Cotonou accueille la 7e conférence mondiale sur la recherche sur le niébé. Les travaux se déroulent sur le thème « Les technologies du niébé pour améliorer la résilience climatique et la sécurité alimentaire nutritionnelle ». Les échanges visent à renforcer la connaissance et l'application des recherches sur le niébé. Une foire circonstancielle est organisée sur les produits issus de la légumineuse. On retrouve Florence Bossa pour le compte rendu. Des chercheurs venus du monde entier se sont donné rendez-vous au Bénin pour célébrer le niébé. La conférence mondiale de la recherche sur le niébé est un cadre de discussion sur les usages, les innovations et les défis de cette légumineuse à graines. La présente conférence, dont le thème retenu est « Technologie du niébé pour améliorer la résilience au climat et la sécurité alimentaire et nutritionnelle », vient à point nommé pour aider nos pays à renforcer la contribution du niébé au système agroalimentaire et à la sécurité nutritionnelle dans un contexte
où les changements climatiques constituent une réelle menace pour le développement agricole. Une foire qui met en lumière la diversité des produits dérivés du niébé est ouverte. On y retrouve notamment des spécialités culinaires, des produits favorisant la transformation durable de cette légumineuse à graines. La foire que vous voyez aujourd'hui s'appelle la journée du niébé à Ikunzan et elle a été organisée comme un side event de cette conférence mondiale sur le niébé. Parce que lors de cette conférence mondiale sur le niébé, ce sont les scientifiques qui se rencontrent pour parler de sujets assez techniques. Mais on se disait que le niébé, c'est aussi un sujet sociétal qui concerne tout le monde et qu'il était normal d'avoir une journée qui soit ouverte au grand public pour présenter à la population les enjeux autour de la filière niébé au Bénin et quels sont les problèmes rencontrés par les différents maillons de la filière, quelles sont les innovations qui sont proposées par les personnes qui travaillent au niveau de la production, au niveau des semences, au niveau de la transformation, et de manière à intéresser le public et à redonner donc de la place au niébé. J'ai découvert une machine cuisine mobile qui pourra permettre aux femmes de pouvoir préparer de façon hygiénique et de façon plus rangée, de façon plus conservatrice les mets et les repas. Donc voilà, c'est vraiment très enrichissant et il faut qu'on sorte pour voir comment c'est cultivé, qu'on découvre comment c'est transformé et quelles sont les variétés de mets que nous avons à partir du niébé. Dans le cadre de cette conférence de 3 jours, sont prévues plusieurs activités, dont un concours culinaire pour valoriser l'importance du niébé dans le patrimoine culinaire béninois. Assainissement dans ce journal, la Société de gestion des déchets et de la salubrité SGDS renforce les capacités de ses partenaires de la précollecte et du nettoyage des villes du Grand Nokoué, une formation qui intervient dans le cadre de la nouvelle version du partenariat entre les différents acteurs. La finalité est d'obtenir plus de résultats en matière de propreté dans la ville de Cotonou et dans les autres grandes villes. Tout se déroule depuis ce matin à la mairie de Cotonou. On parle de nouvelle génération de contrats entre la Société de gestion des déchets et de la salubrité SGDS et les petites et moyennes entreprises chargées de la précollecte des ordures. Et pour harmoniser les choses dans le sens de mieux accomplir leur mission, les parties prenantes s'entretiennent autour des documents de base. Une séance de formation nécessaire pour ces acteurs dévoués dans le travail de nettoyage des villes du Grand Nokoué. Donc la réunion de ce jour, disons la session de formation de ce jour nous permettra de nous familiariser avec le contenu de ce contrat sur tous les plans. Sur les plans techniques, que nous appelons opérationnels, sur les plans administratifs et sur le plan financier. Vous êtes des PME, vous êtes des entrepreneurs, vous êtes venus gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il faut respecter un certain nombre de conditions, que ce soit financières ou sociales. Donc, à la fin de cette formation, le résultat auquel nous nous attendons, c'est que tous ceux qui auront participé à cette session vont sortir d'ici avec des outils leur permettant d'offrir des prestations de bonne qualité à la SGDS. Parce que vous voyez la SGDS comme ça, mais nous aussi, nous avons des obligations, nous avons des exigences que les autorités nous ont fixées. Et pour les autorités, c'est zéro défaut. Zéro défaut, c'est pour ça que parfois, vous pouvez nous traiter de très rigides dans l'application des tests. Les participants à cette formation se verront renforcés sur le volet opérationnel et technique du travail à travers le manuel de procédure de la SGDS. Ensuite, la phase organisationnelle du travail sur le terrain et enfin les pénalités en cas de manquement grave à la mise en œuvre des cahiers de charges, sans oublier la procédure d'acquisition de matériel adéquat.
La phase 2 du programme Redevabilité s'est achevée. Le projet financé par la coopération suisse vise à améliorer la qualité des services rendus aux populations. Après 4 ans de mise en œuvre, l'heure est à la reddition de comptes pour les parties prenantes. Ingrid Day y a assisté, on la retrouve pour les précisions. 4 ans se sont déjà écoulés depuis le lancement de la phase 2 du programme Redevabilité en 2020. 4 bonnes années, marquées par plusieurs actions de ce projet ambitieux, exécuté par GFA Consulting Group grâce au financement de la coopération suisse. Que retenir de ces années de mise en œuvre? C'est à cette question que ces acteurs tentent de répondre. Redevabilité. Ce programme est planifié sur une période de 12 ans, en 3 phases de 4 ans chacune. Sa deuxième phase a démarré en juillet 2020 avec des changements majeurs par rapport à celle précédente et dans son approche partenariale et celle de sa mise en œuvre. Sa démarche est conçue pour favoriser la systématisation de la rencontre entre l'offre et la demande de redevabilité. Ainsi, 4 catégories importantes de parties prenantes ont été identifiées. Les citoyens usagers du service public, les organisations de la société civile, les représentants, les porteurs de responsabilités et les autorités politiques. La mise en œuvre de la phase 2 du programme Redevabilité s'aligne sur les priorités nationales de gouvernance. Il se repose sur plusieurs axes d'intervention qui ont accouché des avancées majeures. Le programme a appuyé les référentiels d'évaluation de la qualité des services publics qui permettent d'apprécier à sa juste valeur les efforts faits par les autorités pour la fourniture de services publics et le gap à combler pour satisfaire les attentes des usagers. De surcroît, le programme a eu recours à des stratégies et à des outils innovants dans sa mise en œuvre, notamment à travers l'approche acteur qui consiste à accompagner les acteurs ayant le mandat et les attributions et à soutenir leur propre planification. Dédiée à l'évaluation finale de la phase 2 du programme Redevabilité, la rencontre tient également lieu du lancement de la phase 3 du projet. Elle va se concentrer sur la consolidation des acquis des phases précédentes. Ses principales orientations ont été présentées à l'assistance. On finit maintenant. L'ONG Cercle des Jeunes pour le Développement Durable, ISI, est en croisade contre le mariage précoce et forcé des filles. Le projet est dénommé « Promouvoir une lutte efficace contre le mariage précoce et forcé à Soava par l'implication, la prise de conscience et l'engagement des leaders traditionnels et communautaires ». Eh bien, l'ONG a lancé hier un plaidoyer en faveur des femmes et des filles avec l'accompagnement des leaders religieux et traditionnels, ceci pour la mise en application effective des lois qui sanctionnent cette pratique au Bénin. Le point avec Idrissou Boukari. Conformément à la vision qui sous-tend ces actions, l'ONG Cercle des Jeunes pour le Développement Durable, ISI, plaide pour l'abandon de l'ingérence et des pressions exercées par certains chefs religieux et traditionnels et leaders d'opinion contre la mise en œuvre efficace des lois réprimant le mariage précoce et forcé en milieu lacustre. Le document de plaidoyer a été officiellement lancé ce mardi 24 septembre 2024 dans la commune de Soava, département de l'Atlantique. Je voudrais nous rappeler que le mariage précoce et forcé est une réalité qui touche des centaines de jeunes filles à travers le Bénin, privant ainsi ces enfants de leur droit fondamental à l'éducation, à la santé et à une vie épanouie. En tant que leader, vous avez le pouvoir de changer les mentalités, de promouvoir des valeurs d'égalité et de respect des droits humains. Après la présentation du document de plaidoyer, les chefs religieux et traditionnels de la commune de Soava ont pris la parole pour présenter puis signer une déclaration d'engagement pour lutter désormais aux côtés de l'ONG ISI contre cette pratique anti-développement. Nous, chefs religieux et traditionnels, réaffirmons ainsi notre engagement à
éradiquer cette pratique néfaste et à œuvrer pour le bien-être et l'épanouissement des filles et des femmes dans nos localités. Le plaidoyer fait suite à une série d'activités menées par l'ONG Cercle des Jeunes pour le Développement Durable, ASI, dans le cadre du projet promouvoir une lutte efficace contre le mariage précoce et forcé à Soava par l'implication, la prise de conscience et l'engagement des leaders traditionnels et communautaires. Des actions qui ont permis d'élaborer un document d'une trentaine de pages mis à la disposition des parties prenantes. Je tiens à souligner l'importance de ce plaidoyer qui, au-delà de sensibiliser, vise à créer une véritable dynamique de changement au sein de nos communautés. Le mariage précoce et forcé freine non seulement l'épanouissement des filles et des femmes, mais aussi le développement social et économique de notre commune, voire notre communauté. Pour mieux cerner les enjeux de ce combat, il est prévu des campagnes de sensibilisation, des sessions de formation et des espaces de dialogue. En lieu et place du mariage précoce et forcé, l'ONG indique la voie de l'éducation aux leaders communautaires car, selon elle, c'est la solution, voire la seule qui pourrait assurer l'épanouissement et l'avenir des filles. Elle est désormais close, cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Merci de l'avoir suivi.